Nate Landwehr qui sera de la partie à l'UFC 310, Sergey Pavlovich qui nous tease un retour au mois de février, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le vendredi 29 novembre 2024, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Anthony Hernandez, comme vous le savez sûrement, est connu pour son cardio. Bien sûr, on pourrait penser que la génétique y est pour beaucoup. Lui, il met plutôt ça sur le fait qu'il est très bien entouré lors de sa préparation physique. Maintenant, le cardio ne fait pas tout et ne serait même qu'un bonus d'après lui. Son plus grand atout, c'est d'être un combattant complet qui a commencé par le kickboxing, ensuite est venu se greffer le grappling et aujourd'hui sa force principale, c'est de très bien mixer les deux. En février prochain, il va affronter Brendan Allen. Ce sera une revanche, hein. Les deux se sont déjà croisés au LFA et c'est Hernandez qui l'avait emporté, même s'il confie qu'il s'était très mal entraîné pour ce combat et qu'il l'avait surtout accepté parce que son manager l'avait fortement poussé en lui disant que c'était une occasion ensuite d'intégrer les Dana White Contender Series. Il espère bien sûr un gros finish afin de faire un bond au classement et possiblement de combattre pour la ceinture dans les 12 voire les 18 prochains mois. Et puis s'il se projette un peu, hein, il pense qu'à ce moment le champion sera soit Dricus du Plessis, soit Shimaev, mais il évoque aussi Borayo, même s'il y croit un petit peu moins, mais il le décrit comme un combattant très complet, en ajoutant qu'un combat contre DDP serait très divertissant pour les spectateurs. Brian Battle, bourreau de notre français Kevin Jousset à l'UFC Paris, a beaucoup aimé l'énergie de la foule ce soir-là. On se souvient d'ailleurs, hein, qu'il leur avait adressé de beaux doigts d'honneur à la fin de son combat, et il avait joué le rôle du méchant, on peut le dire. Il a déclaré qu'au micro, dans la cage, il voulait à la base faire un peu d'humour, avec une déclaration du style vous pensiez vraiment que j'allais perdre contre un Français, mais il a été tellement hué qu'il n'en a pas eu l'occasion. Pour vous dire à quel point il tire du positif de l'expérience, il aimerait maintenant combattre un peu partout dans le monde et à chaque fois affronter des locaux. La suite pour lui, c'est l'UFC 310 aux États-Unis face à Randy Brown. Un retour rapide, hein, qui lui convient, il assure être toujours prêt à monter dans l'octogone. Et puis concernant son adversaire, il le suit depuis très longtemps, le trouve bon, mais constate qu'il n'arrive pas vraiment à avancer dans les classements, un peu comme s'il se heurtait à un plafond de verre, hein, c'est ce qu'on pourrait dire. Et puis j'ai aussi appris dans cette interview qu'il pesait 136 kilos à 21 ans, au moment où il a démarré le MMA. Pour son premier combat, il était descendu à 108, et aujourd'hui il combat chez les welter en moins de 77, quand même assez hallucinant. Et puis pour la petite histoire, c'est quand il a vu le combat entre Robbie Lawler et Rory McDonald en 2015, combat légendaire que je vous invite tous à aller voir, qu'il s'est dit qu'il fallait absolument qu'il fasse au moins un combat de MMA dans sa vie. Nate Landwehr sera de la partie à l'UFC 310, comme annoncé dans l'introduction, il affrontera Duo Choi, adversaire d'après lui moins spectaculaire aujourd'hui qu'à ses débuts, mais il promet de faire ressurgir la bête qui est en lui. Le Sud-Coréen était vu à son arrivée à l'UFC comme un espoir, et même si les choses se sont depuis un petit peu gâtées, Nate estime que la pression sera de son côté, du côté de Choi donc. Landwehr, lui, fait partie de ces combattants qui se délocalisent pour leur camp d'entraînement. Il vit dans le Tennessee mais se prépare en Floride, au MMA Master, salle dans laquelle on retrouve par exemple Colby Covington, depuis qu'il a quitté l'American Top Team. Et puis même si l'éloignement de sa famille peut parfois être compliqué à vivre, forcément, surtout qu'il a des enfants, il en tire quand même du positif, comme le fait d'être 100% concentré sur sa préparation et pouvoir mettre toutes les chances de son côté en habitant tout proche de la salle, ce qui facilite forcément beaucoup les choses. Il est aussi revenu sur ses dernières prestations en expliquant qu'il n'a aucun problème à se faire mettre KO si c'est au cours d'une guerre, mais qu'il est très frustré de son combat face à Dan Ige, combat dans lequel il s'est incliné à la décision, hein, je le rappelle, et il admet ne pas avoir fait le nécessaire, surtout dans le dernier round, estimant qu'il aurait dû tout donner pour terminer avant la limite, tuer ou être tué, hein, pour reprendre son expression. D'ailleurs, c'est la seule fois sur ses 5 dernières apparitions qu'il n'a pas été récompensé par un bonus impressionnant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est de l'action garantie. On ne parle pas d'un mec qui va casser le top 5, mais c'est vraiment excellent à voir, c'est de la pure bagarre. Et puis sinon, justement, il est bien conscient que l'UFC aime son style. Preuve en est, il ouvrira la carte de ce pay-per-view, la carte principale, hein, j'entends. Quand on sait que l'ancien champion Aljamain Sterling sera en prélim, forcément ça en dit long. Et puis ça tombe bien, puisqu'après l'UFC 310, va venir le moment de renégocier son contrat. Et là, je pense qu'on peut dire qu'au vu de ce qu'il propose dans la cage, on ne devrait pas trop s'inquiéter pour lui.
Luis Peña, combattant qui avait débarqué à l'UFC via l'Ultimate Fighter, si je dis pas de bêtises, vient de prendre sa retraite sur un palmarès de 12 victoires pour 8 défaites. Il avait un style plutôt fun, hein, un peu inspiré du kung-fu. Pendant un moment, j'avais eu un petit espoir sur lui parce qu'il était bon debout et il était à l'American Kickboxing Academy. Je m'étais dit que sa lutte allait sûrement être améliorée. Bon, finalement, il a quitté l'UFC en 2021. Depuis, il a enchaîné victoires et défaites. Il a perdu très récemment. Il a annoncé se retirer. Il était sur 2 défaites consécutives. Espérons qu'il ait gagné assez d'argent pour avoir une belle retraite, même si j'en doute un peu. Sergei Pavlovitch qui nous poste une vidéo sur les réseaux sociaux avec pour commentaire 1er février, Arabie Saoudite. Pavlovitch, il est sur 2 défaites de suite, hein, une contre Aspinal par KO il y a un an. Il était revenu face à Volkov, il avait perdu. Il avait pas l'air au mieux dans ce combat. Volkov avait très bien géré son allonge. C'est un combattant que j'aime beaucoup, il peut mettre KO n'importe qui. On a encore des interrogations sur lui, hein, notamment sur sa lutte. On aimerait voir ce que ça donne quand il est poussé loin dans les rounds. Espérons que ça arrive un jour et surtout qu'il revienne au top. Ça nous ferait un contender de plus dans cette catégorie. Sean Strickland, lui, qui pousse pour avoir son combat pour le titre face à Dricus du Plessis, il est en Colombie actuellement et il se fait injecter des cellules souches dans le genou pour soigner une blessure. Donc je sais pas quand devrait avoir lieu le combat contre Dricus du Plessis, possiblement en début d'année prochaine, si le traitement se fait là et qu'il peut démarrer un camp d'entraînement peut-être mi-décembre. Je pense que c'est encore jouable, mais espérons que ça ne retarde pas son retour. Jiri Projaska et Jamal Hill vont s'affronter, vous le savez. Les deux commencent à s'échanger des mots doux sur les réseaux, surtout Jamal Hill, vous le connaissez. Et là, en gros, ce qu'il dit, c'est que dans son dernier combat, Projaska s'est fait totalement dominer par Pereira et a fini par se faire mettre KO, alors que lui a juste été touché sur un coup de malchance, hein. Je paraphrase, mais c'est ce qu'il dit. Bon, moi je trouve que quand on en arrive là, c'est pas vraiment du très haut niveau, t'as perdu, tu t'es fait mettre KO. Bon, un combat ne fait pas l'autre, hein, le MMA c'est pas des mathématiques, je le dis toujours. Donc j'ai quand même hâte de voir ce combat, je sais que vous êtes vraiment très impatient de le voir, vous ne savez pas de quel côté ça va basculer, hein. Jiri Projaska, il a des angles de frappe tellement durs à dire, il est tellement imprévisible qu'il peut surprendre n'importe qui. Jamal Hill, il est beaucoup plus technique, il pourrait très bien le contrer, il frappe très fort. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce combat qui va arriver très vite. Ramzat Chimaev a dévoilé qu'il s'était fait enlever la moitié de la thyroïde et qu'il avait subi 5 à 6 opérations et 7 à 8 fractures dans les dernières années, ce qui explique hein, qu'il a été éloigné de l'octogone pendant un bon moment. Chimaev, hein, si un jour il devient champion, et c'est fort possible, il n'aura pas eu la route facile, peut-être que l'UFC a un peu poussé derrière lui. J'entends, on lui a donné rapidement des gros noms, mais parce qu'il avait délivré dans l'octogone, et puis aussi sur les réseaux, etc., il a une vraie personnalité, mais par contre sa santé lui a souvent fait défaut, et on va en reparler un peu plus tard dans la minute auditeur, mais j'ai l'impression qu'il a réussi à faire les ajustements nécessaires. J'en ai très peu parlé, mais ce week-end, c'est les finales des tournois, de la saison plutôt du PFL. 6 combats pour le titre, à chaque fois 1 million à prendre pour le vainqueur. Et d'ailleurs, j'ai vu passer que les coups de coude vont être autorisés. Le PFL ne les autorisait pas, parce que voilà, ils expliquaient que les combattants devaient combattre très régulièrement. Un coup de coude, ça peut te faire une grosse ouverture. Si tu peux pas t'entraîner pendant un mois après, c'est compliqué. Je pouvais l'entendre, même si vous le savez, moi je suis pour qu'il y ait le maximum de technique possible, hein, sur tous les coudes. Après, je dis pas les coups de pied dans la tête quand le gars est au sol, c'est peut-être un peu limite, même si personnellement, je trouve ça toujours très spectaculaire, mais je peux comprendre que ça, on le mette de côté. Les coudes, c'était dommage. Bah écoutez, ce week-end, c'est même ce soir, vendredi soir, on aura les coups de coude autorisés. Et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, il y a un auditeur qui me l'a dit, mais le PFL ne communique pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'interviews. Et puis je vais pas m'en cacher non plus, moi ce que je regarde surtout, c'est l'UFC. J'ai voulu suivre le PFL, hein, la saison régulière, j'ai pas réussi. Parfois, je loupais les événements, j'étais même pas au courant que ça avait lieu, tellement il y a peu de communication autour. Mais ce soir, pour les amoureux du PFL, vous pouvez regarder ça, et même ceux qui ne suivent pas le PFL, ça devrait quand même être du haut niveau. Vous le savez, Chris Weidman à l'UFC New York a vu son combat contre Eric Anders annulé à la dernière minute, hein, vraiment quelques heures avant de monter dans la cage. Ils vont recombattre à l'UFC 310, si je dis pas de bêtises, hein, j'en ai parlé dans les épisodes précédents. Weidman a quand même demandé à l'UFC de le payer parce que lui était prêt, lui s'est présenté, mais c'est et pas Anders. Il dit voilà, moi je pense que c'est normal, moi j'ai un show money, c'est-à-dire juste de me montrer, je gagne de l'argent. L'UFC n'a pas voulu, alors que peut-être qu'ils lui ont dit écoute, tu vas recombattre au mois de décembre, ça va le faire. Maintenant, je peux comprendre la frustration parce que le combat qui aurait lieu au mois de novembre peut être totalement différent du combat qui aurait lieu au mois de décembre. Il peut se blesser un peu entre temps. Son corps était prêt pour ce jour-là et repousser d'un mois à ce niveau-là, hein, comme on dit souvent. Un sportif à ce niveau-là, c'est comme une Formule 1. Si tu dérègles un tout petit truc, tout peut enrayer la machine. Espérons que ça se passe bien pour lui quand même. Sinon, Kevin Lee qui nous annonce un combat va arriver très prochainement, restez connectés.
Je ne sais pas contre qui ce sera, mais attendons de voir. Et puis on termine avec Cédric Doumbé, qui apparemment va avoir une sorte de show, un peu à la Dana White Contender Series. Ça va se passer lors de du PFL à Lyon, le 14 décembre. Il va y avoir 4 combats, 100% français sur la carte, et lui va décider qui repart avec un contrat PFL. Donc écoutez, le PFL market Cédric Doumbé à fond. Et souvent on reproche à Cédric Doumbé d'avoir choisi le PFL, de pas combattre très souvent, de choisir ses adversaires, etc. J'en ai parlé avec un ami l'autre jour qui suit le MMA, mais de loin, et il m'a fait une réflexion intelligente, hein. Il me dit: «Mais j'ai l'impression que Doumbé, sa carrière sportive, il l'a faite en kickboxing, il a prouvé qui il était, et là maintenant il est dans le MMA pour la lumière que ça t'apporte et aussi pour l'argent, il s'en est jamais caché». Moi, je pense toujours que les combattants ont cette âme de compétiteur et qu'ils veulent toujours combattre, combattre contre les meilleurs et prouver qu'ils sont les meilleurs. Mais il y avait peut-être un peu de vérité dans ce qu'il m'a dit. Pour ceux qui n'ont pas suivi la carrière de kickboxing de Doumbé, honnêtement, il y a rien à dire, hein, c'était l'élite de l'élite. Dans le MMA, ça semble un peu différent aujourd'hui. En plus, il avance un peu en âge, il a passé la trentaine, il me semble. Donc, espérons quand même que sportivement, il nous délivre des belles choses et surtout qu'on le voit contre l'élite, qu'on voit vraiment, ce qu'il peut faire. C'était tout pour aujourd'hui, c'est pas une très grosse émission, on va passer à la minute auditeur forcément, mais hier c'était Thanksgiving aux États-Unis, donc il n'y a pas eu beaucoup d'interviews, il n'y a pas eu beaucoup de contenu, mais on est quand même là, et puis ce week-end surtout il n'y a pas d'UFC, donc on est forcément, ça baisse un peu la quantité de choses à dire. Tout de suite on passe à votre moment avec la minute auditeur. Et je commence avec Christopher Johnson qui me dit: «Je suis d'accord avec ce que tu dis de Khamzat. Je trouve que son cardio est surcoté, mais pas sa lutte. Et tu dis vrai lorsque tu évoques son changement d'attitude en dehors de la cage, qui s'est fait ressentir dans la cage contre Whittaker. Sur cette partie-là, il l'a dit, oui, Chimaev: "Avant, je m'entraînais 6 heures par jour comme un dingue et du coup, j'étais complètement rincé." Je pense que ça a pu influer sur son cardio. Là, il semblerait qu'il se soit entouré d'une très bonne équipe, qu'il ait revu ses plans d'entraînement, et cetera. Donc peut-être que son cardio va en être amélioré et je l'espère vraiment parce que pour le top niveau, tu vois, tu prends un mec contre Dricus du Plessis comme Dricus du Plessis, qui a fait des longs combats de 5 rounds, si tu arrives pas à le finir au début et que tu pas de cardio, ça peut ensuite être très compliqué. Et tu me dis après un vrai test pour Derrider contre Hollande. Kevin est un vrai gatekeeper qui fait très bien son job. Il a des lacunes au sol que Derrider pourrait exploiter, mais Kevin pourrait le dominer en striking. Bah, c'est entièrement ça, ça va être tout l'enjeu de ce combat. Et Pantoja est un vrai bordel dans sa division. Ça va être compliqué pour le japonais. Et on espère vraiment que les négociations vont aboutir entre Jones et Aspinall. Kaya Sakura contre Pantoja, j'ai vraiment hâte de voir ça. Un nouveau venu, ça va apporter quelque chose en plus. Et puis Jones Aspinall, bah, c'est le combat que je veux voir, hein. J'espère que les négociations vont dans le bon sens. J'ai vu passer ce matin que John Jones avait tweeté qu'il était prêt à laisser vacante sa ceinture pour faire un combat qui l'intéresse. Si c'est le cas, je serais déçu, mais au moins il ne bloquerait pas la catégorie. TNSN qui me dit: «Pour le commentaire de BSD, à chaque défaite d'un Français, populaire entre parenthèses, le public français est beaucoup trop critique. Il y avait la même chose pour Gann, même si c'est différent la chose du game plan, mais il prenait encore des critiques plusieurs mois après sa défaite». Bah, je pense que c'est la passion qui parle. À chaque fois, c'est des mecs, tu vois, Gann, on l'a vu prendre la ceinture. Benoît Saint-Denis, moi, au début, j'y croyais pas du tout et puis quand il est arrivé face à Dustin Poirier, je me suis dit: «Bah, écoute, peut-être que finalement, il a un truc en plus, peut-être que ses mains basses, il peut quand même y aller, gagner avec les mains basses, gagner en n'étant pas si propre que ça techniquement, surtout debout». Et puis moi, finalement, là, c'est en train de s'écrouler. C'est la passion qui parle. On s'enflamme peut-être un peu trop vite. On est très dur avec eux après. Ensuite, j'ai Cloa Recleo qui me dit: Derrider va faire flop, il est trop lent pour réussir à percer à l'UFC. Il peut battre Hollande qui n'a pas un sol exceptionnel, mais ça craquera dès qu'il affrontera un mec avec une défense de lutte décente et un bon striking. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il peut nous offrir de belles performances, de belles soumissions, mais contre des mecs, voilà, à début de top 15, voire même hors top 15. Quand il va rentrer dans le top 15, ça va devenir très dur. Et après, tu me dis: «Dommage que tu développes pas la carte du PFL ce week-end qui est énorme». On a 2 Français, Mansour Barnaoui et Azael, et il y a énormément de combats de haut niveau. Et surtout Mansour Barnaoui, vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y avait une vidéo qui tournait, des rumeurs de violence conjugale. Je me suis dit: «Ça peut être la fin de sa carrière». Je sais pas du tout ce que ça a donné, j'ai rien vu surgir sur les réseaux sociaux, mais il est encore combattant, donc je pense que ça s'est bien passé pour lui. Et lui, c'est un vétéran de chez vétéran et pourtant il est très peu connu. Mais franchement, Mansour Barnaoui, des combats, il en a fait. Et tu me dis: «À ta décharge, le PFL est nul en communication». Dommage car leur roster, particulièrement en 77 kilos, n'a rien à envier à l'UFC. Le main event s'annonce de très très haut niveau. Ouais, le PFL en 77 kilos, c'est quelque chose qui revient beaucoup, que ça pourrait concurrencer l'UFC. Malheureusement, ils font pas ce qu'il faut pour se vendre. Et puis c'est toujours pareil, dès que t'as un mec qui performe quelque part, on se dit bah faut qu'il aille à l'UFC pour voir ce qu'il vaut vraiment. Donc espérons que ces gros combattants finissent à l'UFC et puis viennent donner encore plus de peps à la catégorie des welter, qui déjà est très intéressante en ce moment à l'UFC. Et puis Napoléon KFR qui me dit: «Entre Mansour
Slim et les Final Championship, on va se régaler ce week-end, donc voilà, vous êtes prévenus, vous pouvez vous faire plaisir en regardant le PFL. En France, à mon avis, ça va être du DAZN, hein, je veux pas dire de bêtises, mais voilà. Je vous laisse regarder ça, je vous souhaite un très bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous aimez le contenu. Passez un bon week-end, salut!